Voilà, je pense qu'on est en direct. Bonjour Aline et bonjour à tous. Donc voilà, c'est la deuxième conversation inspirante qu'on fait ce soir avec Aline Maurer, qui est accompagnante en bibliothérapie et en design humain. Alors, je vous redis juste un petit mot de ce pourquoi des conversations inspirantes. J'ai vraiment envie d'interviewer des personnes qui ont réalisé leurs rêves ou qui sont en cours de réalisation, qui suivent leur cœur et qui écoutent leur intuition pour inspirer le monde, et aussi des personnes qui aident à comprendre qu'on est tous différents et qu'on a tous le droit d'avoir des envies, des projets et des aspirations différentes. Et donc, ce soir, on est avec Aline, qui est donc accompagnante en bibliothérapie et en design humain. Et Aline va nous parler du design humain. Et donc, on a intitulé cette interview Accepter sa singularité grâce au design humain. Alors, Aline, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup de ton invitation, c'est vraiment sympa. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ou expliquer peut-être de manière générale le design humain, ce que c'est, à quoi ça sert, dire les grandes lignes? Mhm. Alors, à la base, en fait, moi, mon métier de base, qui est encore mon métier actuel, c'est bibliothécaire. Donc, je travaille dans les livres, là, avec des ados dans une bibliothèque scolaire. Et puis, à côté de ça, j'ai développé une activité de bibliothérapie et une activité d'accompagnement à travers le design humain ou le human design. Et en fait, le design humain, c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui se base. Alors, c'est un outil assez récent, hein, il a été développé dans les années 80, mais il se base sur des traditions très anciennes comme l'astrologie occidentale, comme le Yi chinois, qui est un livre, en fait, un texte de divination de la Chine antique. Le système des chakras hindous et voilà, différentes traditions très anciennes comme ça qui ont été rassemblées en un outil qui permet vraiment de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Donc, je pense qu'on rentrera en détail dans le comment et le pourquoi et le comment. Mais Mhm. en gros, voilà, c'est le Human Design, il se base sur la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance de la personne. Et puis, à partir de là, il définit ce qu'on appelle un body graph en anglais ou une charte personnelle, en fait, qui est une sorte de schéma euh, avec des centres énergétiques reliés par des canaux avec plein de chiffres. Ça a l'air un peu bizarre quand on voit ça au début. Et puis, à partir de ça, en fait, on analyse cette charte de la personne et puis on en retire toutes sortes d'informations intéressantes pour mieux se comprendre. Mhm. C'est vrai que cette charte, quand on l'a fait pour la première fois et qu'on n'a aucune notion, c'est un vrai labyrinthe, ça paraît vraiment chinois. Mais du coup, oui, tu nous donneras quelques petites explications pour un peu mieux comprendre les différents éléments qu'il y a sur la charte. Comment est-ce que tu en es venu au design humain? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te former dans ce domaine-là? En fait, c'était un peu par hasard. Je faisais partie du club privé de Laura Nathalie, qui est une coach que tu connais aussi, Mhm. que tu as interviewée d'ailleurs dans la première Juste conversation. avant. Donc voilà, c'est celle qui était juste avant moi dans la vidéo d'avant. Et en fait, je faisais partie du club privé qui n'existe plus maintenant, mais et à l'époque, en fait, elle nous faisait des masterclass, je crois une par mois, en fait, sur des sujets divers et variés. Et elle nous a fait une masterclass sur le human design. Et en fait, ça m'a vraiment énormément parlé quand je l'ai entendu, cette masterclass. J'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, j'aime beaucoup ce genre de système de connaissance de soi. Ouais, c'est quelque chose qui me parle. Et en fait, j'étais un peu à la recherche, enfin, sans trop en être consciente, j'étais un peu à la recherche d'un outil comme ça parce que je pratiquais déjà la bibliothérapie, qui est vraiment le fait d'accompagner les gens avec la lecture et le livre. Mais il me manquait un outil, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais un peu un outil de diagnostic, tu vois, un outil pour comprendre en fait la personne que j'avais en face, parce que dans la bibliothérapie, on le fait par la discussion et l'échange, mais je me suis dit que le human design, c'était un superbe outil pour
vraiment mieux comprendre la personne qu'on avait en face, quitte à l'utiliser ensuite pour prescrire ou proposer des livres et de la lecture après dans un cadre de la bibliothérapie, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment parlé et j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet des informations et puis je suis tombée sur une personne qui parlait de design humain en français parce que jusqu'à maintenant, il y avait surtout des personnes qui en parlaient en anglais. Puis, bah, justement, elle proposait une formation, enfin, elle a lancé sa première formation juste quelques semaines après que j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, je me suis engouffrée dans cette nouvelle formation. Et voilà, et j'ai commencé à me former et j'ai trouvé ça passionnant. Et du coup, je continue à me former parce que, comme tu disais, quand on voit la charte de Human Design, ça a l'air assez complexe. Et en fait, c'est extrêmement complexe. Dans le Human Design, tu as plein de couches d'analyse. En fait, tu peux analyser une charte de manière très essentielle et puis de manière plus complexe et puis encore plus complexe. Enfin, il y a vraiment plein de couches d'analyse comme ça. Donc, c'est quelque chose où on n'a jamais terminé de se former. C'est hyper intéressant. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cet outil et que tu as mis dans un post, parce que le but de ces vidéos, c'est aussi de montrer qu'on a tous le droit d'être différents et éviter de remettre encore une étiquette de plus sur chaque personne. Et vraiment, avec le design humain, ce que je trouve génial, c'est qu'on n'enferme pas dans des cases, mais au contraire, on aide à comprendre son fonctionnement et ça nous permet vraiment de savoir où puiser notre énergie ou comment la mettre en pratique d'une certaine manière. Et oui, tu disais que c'est pas comme un outil de développement personnel où on essaye d'atteindre une meilleure version de soi-même, mais que le Human Design dit vraiment qu'on est déjà parfait tel que l'on est et qu'il suffit d'utiliser ses compétences, ses capacités pour les mettre en œuvre. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça? Ouais, ouais. En fait, c'est intéressant que tu dises que le but, c'est pas c'est de nous faire sortir des cases dans lesquelles on se met. J'ai lu quelqu'un, alors je me souviens plus qui, mais qui disait que en fait, le design humain, c'est pas quelque chose qui est là pour nous mettre dans des boîtes ou dans des cases, c'est pour nous faire sortir des boîtes ou des cases dans lesquelles on est déjà. Et ça peut sembler de prime abord ne pas être le cas parce qu'en fait, dans le human design, on te colle un peu des étiquettes d'une certaine manière. Tu vois, on va te dire, on parle de type, on parle de profil, on parle d'autorité, on va te dire, voilà, tu es tel type, tu es telle autorité, tu es tel profil, etc. Donc, ça pourrait sembler en fait être des sortes d'étiquettes qu'on nous colle. Mais en fait, j'ai pas mal réfléchi à ce sujet-là parce que je me disais, mais au fond, oui, on pourrait reprocher ça, tu vois, de dire c'est encore des cases dans lesquelles on nous met, on te dit, ah bah voilà, tu es projecteur, c'est ton type, du coup tu fonctionnes comme ça. Et en fait, ce que le Human Design nous dit, c'est que on a tous une manière différente et unique de fonctionner. Si tu regardes la charte personnelle de quelqu'un, ça va être très rare de trouver quelqu'un qui a la même charte. C'est pas impossible, hein, parce qu'il y a des gens qui naissent en même temps, au même endroit sur la Terre, tu vois, mais quand même, on est tous assez uniques dans notre charte. Et du coup, on est avec des potentiels. C'est comme si on essaie, tu vois, avec un jeu de cartes, avec chacun des cartes différentes, comme ça, un potentiel différent. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce potentiel qu'on a reçu à la naissance. Et le problème, ce que le Human Design nous dit, c'est que on est énormément conditionné depuis notre naissance par toutes sortes de choses, par évidemment nos parents, l'éducation, les gens qui nous entourent, nos camarades, l'école, la société. Enfin, on est conditionné à penser qu'on doit fonctionner comme ci ou comme ça, ou que notre tel trait de caractère qui nous semble naturel, eh ben non, c'est pas un truc qu'il faut laisser sortir comme ça. C'est mieux d'être comme ci. Enfin, tu vois, il y a des injonctions comme ça qui nous sont posées dessus et qui finalement nous brident et nous empêchent d'être complètement nous-mêmes et d'exprimer pleinement ben voilà, ce potentiel en fait qu'on a de manière intrinsèque. Et en fait, du coup, le Human Design, oui, il nous met quelques étiquettes dessus, mais c'est pour mieux nous faire sortir en fait des grosses étiquettes ou des grosses boîtes dans lesquelles on nous a mis. Et je pense que en fait, en tant qu'être humain, on aime quand même se mettre quelques étiquettes. Tu vois, on aime bien se dire, ah, je fais partie de
tel groupe parce que comme ça, on peut se reconnaître, tu vois. Ouais. Enfin, par exemple, moi, je suis quelqu'un de tout à fait introverti et c'est un truc, bah, ça m'a fait du bien de me dire, voilà, je suis introvertie, ça explique ceci, cela dans ma vie, dans mon comportement, etc. Et puis, bah, du coup, je peux me reconnaître dans les autres personnes qui se disent introverties parce qu'on a des expériences en commun, même s'il y a 10 000 manières d'être introverti, on est d'accord, mais on peut quand même se reconnaître dans des expériences en commun. Donc, il y a quand même un bénéfice, en fait, à se mettre des étiquettes ou à se reconnaître dans une étiquette. Simplement, le danger, c'est de se limiter à ça et de se dire, parce que je suis introvertie, du coup, je ne vais pas être capable de faire ceci. Ou du coup, tu vois, ça ne va pas être mon truc de faire cela. Alors que on est tous capables de dépasser des limites, de faire des trucs qu'on pensait ne jamais être capable de faire. Tu vois, le danger, c'est de se limiter à ces étiquettes et de se dire, ah, du coup, je suis comme ça. Et puis, il n'y a pas possibilité de changer, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que, oui, le human design, il pose des étiquettes, mais je pense que c'est pour mieux arriver à se recentrer sur soi, mieux se définir, mieux se comprendre. Et puis ensuite, ces étiquettes, elles ont plus d'importance d'une certaine manière. Une Ouais. fois qu'on a vraiment compris qui on était, bah, on peut s'affranchir de ces étiquettes et simplement être nous-mêmes d'une certaine manière. Oui, et puis j'ai l'impression que aussi le fait, bon, on sait qu'on est peut-être introverti, mais grâce à l'analyse justement, tu vas nous montrer nos forces et les forces à exploiter et enfin, certaines directions ou certaines choses qu'on peut vraiment exploiter pour réussir à faire des choses qu'on pensait peut-être pas faisables aussi. Exactement. Ouais, En fait, dans d'accord. le human design, il y a rien qui est bien ou mal, tu vois. Il n'y a rien qui est une qualité ou un défaut. En fait, c'est juste des potentiels et ça dépend tout de ce qu'on en fait finalement. Chaque élément, en fait, peut être une force si on l'utilise à bon escient, si c'est quelque chose dont on est conscient et qu'on peut maîtriser cette énergie et puis que, voilà, on avance consciemment dans la vie avec ça dans nos mains, tu vois. Ou alors, ça peut être une vulnérabilité si c'est quelque chose qu'on subit. Si c'est dans le Human Design, on t'explique en fait que à différents niveaux de notre être, on est soit on a une énergie intrinsèque qu'on va projeter dans le monde et avec laquelle on va influencer les autres, soit on va être influençable par les autres et on va absorber et amplifier l'énergie des autres. Donc, il y a différents centres énergétiques comme un peu les chakras en fait dans l'hindouisme, sauf qu'il y en a 9 au lieu d'en avoir 7. Et en fait, ces centres, ils peuvent être soit définis, soit non définis. Et s'ils sont définis, c'est des centres avec lesquels on va projeter notre énergie dans le monde. Et quand ils sont non définis, c'est des centres avec lesquels on va absorber l'énergie. Et du coup, ben, c'est pas qu'un centre défini, c'est mieux qu'un centre non défini ou le contraire. C'est juste que les deux situations peuvent être des vulnérabilités si par exemple, on subit l'énergie des autres sans arriver à la maîtriser, en la prenant pour nous alors qu'elle n'est pas la nôtre. Tu vois, en n'arrivant pas à gérer cette chose-là et en se conditionnant, justement, c'est par ces centres non définis qu'on va surtout recevoir le conditionnement de l'énergie des autres et qui va nous pousser en fait à être ce que nous ne sommes pas parce que à travers le miroir de l'autre, en fait, on a l'impression qu'on devrait être de telle ou telle manière. Et je me suis un peu perdue, je sais. mais, Tout oui, va bien, enfin, oui. tout peut être... Oui, tu parlais de force, en fait, que Oui. le Human Design, il nous expliquait. Donc, en fait, oui, on t'explique, si tu veux, les forces que tu as à disposition, ce potentiel qui est différent chez chacun, et les endroits qui sont plus susceptibles d'être vulnérables, on va dire, sur lesquels il faudra peut-être plus travailler. Alors pour certains, c'est complètement OK, puis pour d'autres, on peut diagnostiquer que là, effectivement, il y a des choses plus compliquées qui se passent, et puis du coup, on va pouvoir travailler dessus pour essayer que ça devienne une force et plus une vulnérabilité. Oui, oui. Et après, tu pourras peut-être nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes les différents types et les différentes choses qu'on voit avec le Human Design. Mais juste quelque chose par rapport à ça, à ce que tu disais, c'est que moi, ça m'a vraiment aidé en fait à me dire que, enfin, ça a vraiment été un soulagement en fait de comprendre certaines choses et de me dire que
bah oui, j'étais normale. Enfin, parfois, on se compare un petit peu à d'autres comportements ou à d'autres manières de faire et on se dit qu'on n'est pas normal. Mais en fait, si, on est normal, c'est juste qu'on a une manière de fonctionner qui est différente. Et pour moi, ça a vraiment été ouais, une clé de compréhension et un soulagement. Et après, comme tu disais, sans rester avec ces étiquettes, mais juste le fait de le comprendre, ça nous permet ouais, d'en faire des forces, en fait, de ces Mhm. différents... Ouais. Donc voilà, pardon, vas-y. Mais je crois que en fait, le mot soulagement, c'est pratiquement celui qui revient dans la bouche de toutes les personnes qui découvrent leur, leur charte en Human Design. Mm. Je dirais surtout, alors en particulier pour les personnes qui sont manifestors, projecteurs ou réflecteurs. Donc, c'est des personnes en fait qui énergétiquement sont pas faites pour suivre le rythme du monde actuel. Mm. Et souvent on le sait. Enfin, moi, je suis projecteur. Voilà, je sais que je suis pas faite pour ce rythme-là. Et en fait, de comprendre que, comme tu dis, c'est pas qu'on n'est pas normal, c'est pas qu'on est nul parce qu'on n'arrive pas à suivre, pourquoi on n'est pas capable d'en faire autant que la personne d'à côté, tu vois, des choses comme ça. Il y a différentes choses comme ça que le Human Design nous explique et on se dit, ah mais oui, effectivement, je suis normale et je fonctionne comme ça, mais c'est aussi une manière valide de fonctionner. Mm. Il n'y a pas que la manière des autres qui me semble mieux, qui est une manière valide. La mienne, elle est aussi valide. Simplement, ben, c'est garant d'autres qualités, mais ben, ça pose le doigt sur certaines choses qui sont peut-être plus fragiles et auxquelles il faut faire plus attention ou pour lesquelles il faut avoir plus de bienveillance envers soi-même et plus de gentillesse et tu vois, plus de patience ou des choses comme ça. Et on a tous des choses comme ça envers lesquelles il faut de la bienveillance et de la patience. Et Mm. du coup, quand on peut mettre le doigt dessus, ben, on se dit, ah ok, là, là, il y a quelque chose. Et au lieu de se dire, ah, mais dis, pourquoi je suis comme ça, bah, de se dire, non, c'est complètement OK, simplement, je dois prendre soin de cet aspect-là, en fait. Ouais. Et, euh, et après, tu nous expliqueras un petit peu les différents types, mais ça permet aussi de se rendre compte qu'on a tous notre place et tous un rôle à jouer finalement dans cette structure et dans le monde avec des énergies différentes, avec toujours des manières de fonctionner différentes, mais que oui, enfin, on a notre place, quoi. Et comme tu disais, tu te sens pas forcément avec l'énergie pour suivre ce rythme, mais tu aides d'une autre manière et tu Mhm, agis d'une autre manière. exactement. Mm. Et justement, je pense que prendre conscience de nos forces ou des potentiels qui sont les plus présents chez nous à travers le Human Design, ça nous aide justement, du coup, à nous appuyer sur ça pour pouvoir offrir plus de ce qu'on est au monde. Tu vois, au lieu de se dire, je devrais fonctionner comme les autres personnes, non, peut-être qu'on a autre chose à offrir et puis qu'on peut Mm. s'appuyer sur d'autres choses, d'autres qualités qui sont peut-être pas celles qu'on voit ou qu'on admire chez la personne d'en face, mais qui sont tout aussi valides parce que c'est les nôtres. Et c'est là où je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, de dire on est déjà parfait. Tu vois, c'est le jeu de cartes qu'on nous offre à la naissance, il Mm. est parfait. En fait, tu vois, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien que la personne d'à côté. Simplement, bah, il y a des personnes qui ont plus de facilité à s'épanouir avec les cartes qu'elles ont en main, puis d'autres peut-être pour qui c'est plus compliqué. Et la prise de conscience de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça que j'ai? Elle est peut-être plus difficile ou plus longue, ou voilà, elle demande plus de travail pour certaines personnes. Mais c'est dans ce sens-là où je dis que on est déjà parfait, simplement, il faut prendre conscience en fait de nos atouts, de nos manières de fonctionner pour pouvoir vraiment vivre en harmonie avec ce qu'on est et ce qu'on a dans les mains. Oui. Et quand tu dis tout ça, je pense à l'exemple que tu avais donné, tu sais, dans le speed pitching des constellations. Je pourrais peut-être mettre le lien où tu parlais du couple et il y avait l'homme ou la femme, je ne sais plus, qui avait vraiment très peu d'énergie et l'autre qui avait énormément d'énergie, qui avait besoin de faire plein de choses. Et en fait, le fait de comprendre qu'ils étaient différents, ça a vraiment permis une compréhension aussi de la relation au sein du couple. Et en fait, c'est magnifique de pouvoir comprendre l'autre et se comprendre soi-même et réussir à mieux communiquer et à mieux s'entendre finalement au niveau des Ouais, relations. ouais. C'est vrai que souvent on s'attend en fait à ce que l'autre fonctionne comme nous. Tu vois, on pense pas forcément que l'autre est différent, on Mm. projette des tas de choses sur l'autre. Dans le human design, en fait, on peut évidemment
analyser les chartes de deux personnes de manière séparée, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle une charte composite, c'est-à-dire c'est comme si on fusionnait en fait les deux chartes, et puis ça nous donne des informations sur la dynamique qu'il y a entre les deux personnes. Et en fait, effectivement, moi, je l'ai utilisé dans ma propre vie et je trouve que c'est extrêmement aidant parce qu'effectivement, moi, ça m'a permis, dans certaines relations, de vraiment dissiper plein de malentendus des deux côtés parce que si on est deux qui fonctionnons différemment, c'est pas qu'il y a une personne qui est plus valide que l'autre, c'est simplement que c'est différent. Et si tu prends conscience de ça, tu peux valider l'autre dans sa manière de fonctionner et puis t'adapter et vice-versa. Et moi, ça m'a énormément aidé parce que du coup, ça permet ouais, de simplement mieux fonctionner en se comprenant. Ouais. Parfois, et je pense que si nous-mêmes, on n'a pas conscience de notre manière de fonctionner, comment est-ce qu'on peut l'exprimer à l'autre pour qu'il comprenne, tu vois? Et Oui. moi, le human design, il met des mots sur ses fonctionnements. Alors, on en revient aux étiquettes dont on parlait tout à l'heure, mais pour moi, ils nous permettent de mettre des mots sur nos fonctionnements, du coup, de s'approprier notre fonctionnement et d'être capable, en fait, de l'exprimer à Oui. l'autre, puisse le comprendre et puis ensuite s'adapter ou simplement, je donnais cet exemple dans le speed pitching l'autre jour. Effectivement, tu as des gens qui sont simplement faits de telle manière qu'ils ont beaucoup plus d'énergie que d'autres. Et puis à ce moment-là, si tu es en couple avec une personne toi, tu as beaucoup d'énergie, puis l'autre moins, ou vice-versa, simplement laisser la personne qui a beaucoup d'énergie faire tout ce qu'elle veut sans se dire, moi, je dois suivre derrière, tu vois. Moi, je suis plutôt un type qui a peu d'énergie, ou c'est pas peu d'énergie, mais moins d'énergie, qui va pas arriver à suivre quelqu'un qui a énormément d'énergie. Donc, simplement dire, OK, fais tes trucs, c'est génial, tu vois, sans moi me sentir diminuée parce que je suis pas capable de faire comme l'autre personne. Et puis, l'autre personne, qu'elle puisse se dire, euh, non, Aline, elle n'a pas un problème parce qu'elle n'arrive pas à suivre le rythme effréné. Et Ouais. puis, elle elle a besoin de calme, elle a besoin de temps pour elle, etc. Et c'est complètement juste. Et ça permet, voilà, de se dire qu'on peut aussi fonctionner comme ça. C'est une vraie thérapie de couple, en fait. Ouais, je pense que ça aide. Alors, Ouais. ça solutionne probablement pas tous les problèmes, Ce serait trop beau. mais ça apporte des Ça aide. éclairages quand même comme ça qui peuvent aider en fait à mieux se comprendre parce que je pense que la compréhension et la communication, c'est quand même un des trucs clés dans le couple et puis Ouais. dans toutes les relations de toute façon. Donc, je pense que Mm. c'est un outil qui aide en fait à apporter des informations qui sont utiles. Ouais. Ouais. Mm. Ben, on va peut-être rentrer du coup directement enfin directement maintenant dans le sujet. Alors, il y a moyen pour les personnes qui nous regardent de faire enfin de télécharger sa carte avec les données de naissance, comme tu disais, sur Internet gratuitement. Et donc, bon, là, on va juste donner les grandes lignes. Après, il faut vraiment une analyse plus détaillée par quelqu'un qui a suivi la formation comme toi pour comprendre tous les aspects. Mais déjà, rien que le fait d'avoir des grandes lignes, ça peut aider à comprendre certaines choses. Et donc, tu connais le nom du site en français? C'est... Ça s'appelle Design Humain France. Si on tape dans Google Design Ouais, Humain France, on tombe. Je sais plus si le site c'est Design Humain France tout collé ou quelque chose comme ça. d'accord, ok. Et du coup, là, oui, on peut avoir la charte. Et alors, tu peux peut-être nous expliquer, donc, il y a 4 grands types. Peut-être nous donner quelques mots sur les différents types ou voilà, si tu as envie de rajouter des choses, parler de l'autorité, enfin voilà, je te laisse. En fait, bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut déduire d'une charte. Euh, Déjà, on analyse les différents centres énergétiques dont je parlais tout à l'heure, s'ils sont définis ou pas. Ça donne déjà énormément d'informations. Et puis ensuite, en fonction de la combinaison en fait de ces centres, on va définir différentes choses. On va définir ce qu'on appelle le type, ce qu'on appelle l'autorité. Ensuite, il y a encore d'autres choses qui s'appellent le profil, la croix d'incarnation. Et puis ensuite, on analyse aussi tout ce qui est portes et canaux. Alors les portes, dans les centres énergétiques, il y a des petits numéros qui peuvent être soit activés ou non, selon s'ils sont mis en couleur. Enfin, pour les gens qui iront télécharger leur carte, vous verrez de quoi je parle.
Donc, on analyse aussi les différentes portes. Et puis, les canaux, c'est simplement entre les centres énergétiques, il y a des lignes, en fait, il y a des canaux qui relient ces centres. Et on a un certain nombre de ces canaux qui sont activés, donc qui sont colorés dans la charte. Et ça, on analyse aussi ce genre de choses. Après, c'est vrai que les premières choses qu'on regarde en général, c'est le type et l'autorité. Le type, c'est vraiment, ça part de notre constitution énergétique, en fait, de l'aura énergétique de la personne. Donc, tu as raison de dire qu'il y en a 4. Parfois, on dit qu'il y en a 5, parce que, alors, il y a ce qu'on appelle les manifestors, les générateurs, et puis il y a les manifesting générateurs qui sont en fait une sous-catégorie de générateurs, mais parfois on en fait un type complet, ça dépend les écoles, mais voilà, il y a les projecteurs et les réflecteurs. Et en fait, tu disais tout à l'heure que on a tous, en fait, on est tous complémentaires et on a tous notre place comme ça dans ce monde. Et ces types, ils sont très illustratifs de ça parce que tu peux t'imaginer en fait que si on est dans une entreprise, chacun de ces types en fait apporte quelque chose de particulier pour que tous les aspects de l'entreprise fonctionnent. Je vais te les décrire de manière très très essentielle, hein, un peu caricaturale, mais bon, ça aide pour la compréhension. On va dire que les manifestors, en fait, c'est les personnes qui vont être créatifs. C'est les personnes qui vont télécharger plein d'idées, plein de nouveautés, d'innovations, de nouvelles choses, et qui vont les mettre dans le monde comme ça. Donc, c'est des personnes qui vont dans une entreprise, ça va être ceux qui auront les idées innovantes, tu vois, qui vont lancer de nouveaux projets, de nouveaux produits, qui vont sortir de nulle part un nouveau truc. Par contre, c'est des personnes qui ne sont pas faites pour, si tu veux, mener ces nouveaux projets qui font jaillir à terme. C'est des personnes qui sont faites pour être créatifs, lancer des nouvelles choses et puis ensuite passer à la prochaine. Ensuite, on a les générateurs, eux. En fait, ils sont faits pour répondre à ce qui leur parle, à ce qui les met en joie, à ce qui les satisfait. Et puis, une fois qu'ils ont trouvé cette chose-là qui est juste pour eux, ils vont la mener à terme. Donc, tu peux imaginer qu'ils vont prendre, dans une entreprise, ils vont prendre le projet d'un manifestor, le truc qui les fait kiffer, et si c'est vraiment le truc qui leur convient, et leur convient, oui, eux, ils vont se mettre à travailler dur sur le long terme et ils vont mener ce projet à terme. Ensuite, les manifesting generators, ils sont un petit peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois la capacité de travail sur la durée, tu vois, cette endurance en fait dans l'énergie. Et ils ont aussi le côté créativité et nouveauté comme ça. Donc eux, ils ont un petit peu un mix des deux. Donc, eux, ils pourraient avoir les idées et les mettre en œuvre directement. Ils pourraient les mettre en œuvre, sauf que contrairement aux manifestants, en fait, ils peuvent pas, enfin, c'est pas forcément une bonne idée de lancer des idées qui leur viennent comme ça spontanément. Chaque type est associé à une stratégie qui correspond à la manière juste de faire les choses d'une certaine manière très globale. Si tu veux, les manifestants, eux, ils peuvent manifester de nulle part, de ce qui leur vient comme ça, sans devoir rendre des comptes au monde qui les entoure. Par contre, leur stratégie, c'est d'informer. Parce que comme il y a des millions de trucs qui leur sortent constamment, si tu veux, les autres, ils ont besoin de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, histoire de pas les déranger, leur mettre des bâtons dans les roues, créer des obstacles ou simplement par mécompréhension de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est des personnes, les manifestants, ils ont besoin d'être dans leur bulle créative, tu vois, de pouvoir s'adonner à leur création sans être dérangés par les autres. Et du coup, leur stratégie, ça va être d'informer, histoire de ne pas être justement dérangés et que les autres sachent ce qu'ils sont en train de faire et puissent les laisser faire les choses tranquillement. Les manifesting generators, eux, ils ont ce pouvoir de manifestation, mais comme ils sont générateurs, ils vont devoir leur stratégie, elle est quand même de répondre. Donc, ils peuvent avoir des idées comme ça qui viennent, mais ils vont devoir attendre un signe de la vie auquel répondre, en fait, pour valider l'idée qu'ils ont eue au départ. Mais donc, tu parles de stratégie, peut-être pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas du tout, tu pourrais dire un petit mot sur ce fait de répondre, d'informer.
En fait, c'est vraiment la manière d'agir pour que notre énergie soit bien reçue dans le monde, la stratégie. Donc, si on revient aux manifestors, leur énergie, c'est une énergie créative comme ça, mais pour qu'elle soit bien reçue par le monde, il faut qu'ils informent le monde de ce qu'ils sont en train de créer. Sinon, ils vont se retrouver avec des bâtons dans les roues, des gens qui ne comprennent pas, etc. Tu vois, pour que énergétiquement ce soit fluide et qu'ils n'aient pas de problème, ils vont informer. Les générateurs et les manifesting générateurs, eux, ils vont répondre aux signes de la vie. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont un des centres dont on a parlé tout à l'heure, qui est le centre sacral, qui est vraiment le moteur, l'énergie vitale du monde, en fait, c'est ce qui leur donne une énergie très endurante et très grande. Mais ce moteur, il est activé seulement par une réponse positive à quelque chose. Dans le sens où, tu vois, si on leur propose une tâche et que leur trip leur dise non, tu vois, que ce moteur intérieur leur dit non, ils n'auront pas l'énergie pour mener cette tâche à bien. Tandis que si on leur propose une tâche à laquelle leur triple leur dit un grand oui, à ce moment-là, cette énergie-là, elle va se déployer et puis ils auront tout ce qu'il faut pour mener cette tâche à bien. Alors, ça peut être très théorique dit comme ça, mais en fait, c'est ultra applicable en fait dans le quotidien. C'est juste, voilà, après, on est d'accord qu'il ne s'agit pas là, ces stratégies, elles ne concernent pas toutes nos micro-actions du quotidien, elles concernent vraiment les grandes décisions, les décisions dans lesquelles on va devoir investir notre énergie, les relations, tu vois, les décisions qui font que on va entrer en relation ou pas, des choses comme ça. Ou si tu veux, des situations où notre énergie est vraiment en jeu. C'est pas genre, qu'est-ce que je vais manger ce soir, quoi. Et après, comme tu disais, le fait pour tester justement, pour apprivoiser ce sacral, on peut se poser des questions comme ça. Est-ce que j'ai envie de chocolat? Oui, non. C'est pas ce que tu Exactement. disais pour, ouais. Donc, on peut, on peut Les l'appliquer personnes, au quotidien. oui, oui, oui. Voilà, les personnes, les générateurs ou les manifesting générateurs, ils peuvent s'exercer en fait à écouter cette réponse sacrale en se posant. Cette réponse, en fait, si tu veux, elle est déclenchée par une réponse, par une question fermée en oui ou non. Donc après, tu peux t'exercer à te poser des questions pour sentir cette réponse, parce qu'il y a certaines personnes chez qui c'est évident, qui sentent très bien cette réponse, tu vois. Si je leur parle de réponses sacrales et de leur trip qui disent oui ou non, ils savent tout de suite de quoi je parle. Et d'autres, c'est beaucoup moins évident parce qu'ils n'ont jamais pris l'habitude, en fait, d'être attentifs à ça et de l'écouter, tout simplement. Et donc là, ça peut être intéressant voilà, de faire l'exercice, en fait, d'essayer de faire parler cette voix Ouais. et d'essayer de l'entendre. Mm. Donc là, voilà, les générateurs, tu vois, dans l'entreprise, c'est ceux qui vont bosser, quoi. C'est une fois qu'ils sont partis sur le truc juste, c'est des locomotives lancées à grande vitesse, ils sont à fond dans leur truc et puis ils ont toute l'énergie qu'il faut pour mener ça à bien. Puis, après, on a les projecteurs. Alors, les projecteurs, eux, ils ont une énergie de guidance. En fait, c'est des personnes qui... euh, tout ce que je dis là, ça découle en fait de l'aura de chaque type. Et donc, les projecteurs, ils ont une aura vraiment qui est pénétrante et qui va voir la personne qui est en face d'eux. Du coup, c'est des personnes qui vont vraiment comprendre en profondeur les gens qui les entourent, qui vont comprendre les situations, qui vont vraiment avoir une sagesse qui se développe comme ça par rapport à comprendre les gens et les situations. Et du coup, ils ont une énergie de guidance, de conseil. Et dans une entreprise, ça pourrait être ceux qui, voilà, qui donnent la direction, tu vois. Parfois, on utilise un peu l'image du phare pour les projecteurs. C'est comme des phares, tu vois, qui montrent la direction, voilà. Donc, mais là, de nouveau, ben, il y a une stratégie qui va avec parce que l'énergie des projecteurs, elle n'est pas forcément bien accueillie par tout le monde. Tout le monde n'a pas envie qu'on les guide et qu'on les conseille. Et en fait, en tant que projecteur, je sais parce que c'est mon type,
en fait, on voit des choses et on a envie de les partager. On a envie de guider les gens, on a envie de les conseiller, on a envie de leur dire. Mais en fait, si on le fait de manière non appropriée, on va se prendre des murs, en fait, parce que les gens sont pas prêts, pas d'accord, pas contents qu'on leur dise ce genre de choses. Et ça va être soit on va pas nous écouter du tout, soit ça va être mal pris, soit on va passer pour des personnes qui savent tout et qui se mêlent de ce qui les regarde pas. Enfin, tu vois, ça peut être vraiment mal accueilli en face. Et du coup, la stratégie du projecteur, en fait, c'est de répondre à l'invitation. Alors, ça peut être une invitation formelle, tu vois, comme toi qui me dis, Aline, viens, on va faire une conversation inspirante, une invitation formelle, ou alors ça peut être une invitation plus énergétique, mais c'est une invitation qui découle toujours du fait que la personne qui est en face a reconnu le projecteur. Reconnu dans le sens ça peut être de manière tout à fait inconsciente, mais à consciemment ou inconsciemment valider les qualités de la personne qui est en face. Donc, tu vois, si on reprend notre exemple, toi, voilà, tu as fait ma connaissance, tu t'es dit, OK, Aline, elle a une énergie qui me parle, du coup, je vais l'inviter pour, tu vois, il y a une reconnaissance et donc invitation. Et Ouais. en fait, les projecteurs, une fois qu'ils sont invités par les personnes à transmettre ce qu'ils ont à transmettre, à ce moment-là, ça passe bien parce que la personne en face, elle est prête et demandeuse, tu vois. Mais Ouais. ça vaut aussi pour, je sais pas, n'importe quelle relation, même parent-enfant ou dans le couple, etc., ou avec des amis. C'est toujours pareil, en fait. Est-ce que la personne en face est prête à recevoir ce qu'on a à dire? Ouais. Ouais. Et donc, du coup, cette stratégie, en fait, le projecteur, ça peut être un peu déprimant parce que se dire, ah ben, je dois attendre que les autres m'invitent. Ça peut sembler un peu passif, mais en réalité, le projecteur, il doit se montrer. Il doit se montrer pour que les gens puissent le reconnaître et pour qu'ils puissent ensuite l'inviter. Oui, Tu vois, sinon parce il que risque si, d'attendre longtemps. justement, s'il ne se montre pas, qu'il montre pas qui il est, bah, les gens pourront jamais le reconnaître et du coup, vont pas l'inviter. Ouais. Tu vois, Ouais, ouais, c'est assez ouais. logique Ouais. comme ça. Donc ça, c'est de manière très, très bref pour les projecteurs. Et Mhm. puis les réflecteurs, eux, en fait, c'est assez particulier, c'est assez rare, c'est à peu près 1% de la population. Eux, en fait, ils ont tous les centres énergétiques du body graph qui sont non définis. Donc, ils sont extrêmement perméables, en fait, à toute l'énergie qui vient de l'extérieur. Et donc, leur qualité, c'est vraiment de pouvoir refléter la santé des gens, des situations, en fait, de vraiment ouais, refléter la santé de ce qu'il y a autour de l'environnement, etc. Ok. Donc eux, c'est assez particulier parce que le human design, il est aussi lié avec l'astrologie à tout ce qui concerne les planètes, la Lune, etc. Et donc les réflecteurs, en fait, chacun de nous, en fait, notre body graph est influencé par la Lune, par les différentes phases de la Lune de toute façon. Mais plus on a de centres ouverts, plus on est plus on est influencé par la Lune. Et en fait, les réflecteurs, aussi au fil d'un cycle lunaire, ils vont être un petit peu différents. Du coup, leur stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire complet, Wow. avoir fait le tour des choses avant d'être vraiment. Enfin, ça, en fait, ça, c'est surtout leur autorité pour prendre vraiment des grandes décisions. Mais euh, voilà, c'est l'idée qu'ils vont changer, ils vont être quelqu'un d'un petit peu différent, comme ça, tout au fil du cycle de la Lune. Et du coup, c'est important pour eux de prendre soin de leur énergie comme ça. Wow, ouais, ça doit être assez confrontant. Et tu Ouais, disais ouais. c'est 1% les réflecteurs. Les générateurs, c'est 70 ou... C'est les générateurs plus manifesting generator, c'est 70 à peu près. D'accord. Et puis le reste, c'est 30. Je ne sais plus exactement, mais je crois que les manifestors, c'est plutôt quelque chose comme 10-15, je ne sais plus exactement. Et puis les projecteurs, un peu plus. Ok. Euh, et puis, tu vois, je disais tout à l'heure que on est souvent, enfin, que c'est important, enfin, que pour les gens, pour les manifestors, réflecteurs et projecteurs, c'était souvent un soulagement d'apprendre qu'ils étaient ce genre de type, Hmm. parce que 70 ou 70% de la population Ouais. est réflexus. Euh, 70% de la population a ce centre sacral activé
et a donc une réserve d'énergie bien plus grande que les 30% restants. Et du coup, les 30% restants ont tendance à être conditionnés par cette énergie sacrale et à vouloir être aussi productifs et aussi énergiques en fait que les 70% restants. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est très un grand soulagement en fait de comprendre qu'on n'a pas ce centre sacral activé parce qu'on se dit, ah bah, ok, on est une minorité qui ne fonctionnons pas comme la majorité. Ouais, soulagement. Et juste une parenthèse que j'ai pensé tout à l'heure en te voyant, vu que t'es projecteur, t'es un phare et t'as les lumières qui sont sur ton mur derrière qui éclairent. Bref, c'était la parenthèse. Des étoiles. Ouais. Mais merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu as envie de donner un mot de dire un mot sur le profil, sur la croix d'incarnation, ou ou peut-être les centres ouverts, Euh, ouais. Ça, c'était les types. Après, la deuxième chose la plus importante, c'est ce qu'on appelle l'autorité, qui est vraiment la boussole intérieure pour nous aider à prendre les décisions importantes. Alors, elle recoupe un petit peu la stratégie chez certaines personnes ou pas, tout dépend de l'autorité. Donc là, ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les autorités, ce serait trop long, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a certaines autorités en fait, où la personne en fait, sait à la réponse dans l'instant. Par exemple, les générateurs avec la réponse sacrale ou les manifesting generators, et d'autres qui, au contraire, ont besoin de temps et de patience et de laisser passer du temps en fait, pour vraiment arriver à une certaine certitude de ce qui est la bonne décision pour eux. Ça concerne notamment les réflecteurs avec cette histoire de cycle lunaire, ou les personnes qui ont une autorité émotionnelle, ou en fait qui vont traverser toutes sortes d'émotions et prendre une décision quand on est dans une émotion en haut ou en bas, c'est jamais une bonne idée parce que du coup on se fait emporter par l'euphorie ou au contraire la déprime, et puis on prend des décisions qui sont influencées en fait par cet état-là. Donc là, il y a une part d'attendre qu'on ait traversé ces émotions et qu'on retrouve un état de clarté en fait qui est un petit peu moins émotionnel. Donc ça, c'est l'autorité, elle est aussi intéressante parce que ça montre aussi qu'on est tous différents et il y a des personnes, ils sauront dans l'instant comme ça toujours ce qui est juste pour eux et d'autres pas du tout. Et ça peut être source d'incompréhension aussi quand on parlait tout à l'heure des couples ou bien de relations. Donc ça, c'est pour l'autorité. Après, le profil, c'est vraiment comme c'est des qualités particulières qu'on a, comme une sorte de personnage particulier. Donc là, il y a 6 lignes et on en possède chacun 2. Donc, par exemple, moi, je suis profil 2-4. Donc, il y a de multiples combinaisons des 6 lignes de 1 à 6. Et ça, c'est peut-être un peu long de rentrer aussi dans les détails. Mais si tu veux, ça nous donne vraiment aussi des explications sur notre fonctionnement et sur nos atouts, en fait. Parce que chaque ligne a vraiment une manière particulière de fonctionner et du coup des qualités particulières à offrir. Et donc, il y en a un qui est inconscient et un qui est conscient, c'est ça? Ouais. En fait, dans le bodygraph, il y a toute une partie du bodygraph qui est colorée en noir et une partie qui est colorée en rouge. Et tout ce qui est en rouge, c'est la partie inconsciente. Donc, c'est quelque chose qui est plus lié au corps et dont on n'a pas forcément conscience, des fonctionnements dont on n'a pas forcément conscience. Et tout ce qui est en noir dans le bodygraph, c'est tout ce qui est conscient, ou en général, quand on nous le dit, on dit oui, ça c'est quelque chose que je sais. Voilà. Après, la croix d'incarnation, ça c'est c'est peut-être la chose la plus compliquée à comprendre. En fait, c'est une sorte de description de notre mission de vie, mais à un niveau assez, pas forcément toujours très terre à terre et pas forcément toujours très facile à comprendre. Et en fait, c'est quelque chose qui se manifeste quand on fonctionne vraiment en harmonie avec notre design et avec qui on est. Donc, pour certaines, il y en a 192 croix d'incarnation, donc il y en a énormément. On en a Certaines deux. assez claires, en fait, où c'est assez évident, et d'autres pour lesquelles c'est peut-être beaucoup plus difficile à comprendre, mais c'est pas la première chose en général qu'on apporte aux gens, parce que c'est pas la première chose, c'est pas la chose la plus facile à mettre en action, on va dire. Mais c'est quelque chose d'intéressant à étudier. Et puis après, voilà, chacun des centres
de manière très brève, en fait, le premier centre tout en haut, c'est le centre de la tête. Ça, c'est le centre énergétique qui correspond à tout ce qui est les idées, l'inspiration, voilà, tout ce qu'on va un peu télécharger de l'univers, de ce qu'on veut, tu vois, du monde des idées. Ensuite, le centre en dessous, c'est tout ce qui est l'esprit. Et là, c'est l'ordinateur qui va traiter, en fait, toutes ces idées et ces inspirations pour conceptualiser le monde, pour structurer ces informations, pour se forger des opinions, ce genre de choses. Ensuite, on a le centre de la gorge qui est plus tout ce qui parle de la communication sous toutes ses formes, la voix, la manière de parler, mais aussi la manière de mettre les choses dans le monde, en fait, de manifester les choses dans le concret. Ensuite, il y a le centre de l'identité, le centre G, où là, voilà, ça correspond vraiment à qui on est, notre mission de vie, la direction qu'on a dans la vie. On a ce centre sacral qui est le centre de l'énergie vitale, le centre de la racine qui est plus le centre de l'énergie d'action. C'est le centre qui est tout en bas, donc on peut imaginer qu'il y a l'énergie d'action qui monte en fait dans le bodygraph, l'énergie des idées qui descendent comme ça, et puis qui se retrouve dans le centre de la gorge qui manifeste dans le monde. On a le plexus solaire qui est le centre des émotions, le centre du cœur qui est plus en rapport avec la valeur de soi, tout ce qui est motivation, détermination, ce genre de choses. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Le centre de la racine. Et là, le centre de la survie primitive. En fait, c'est vraiment l'intuition qui nous protégeait à l'époque, tu vois, où on était dans un monde dangereux avec des bêtes féroces, etc. Tu vois, cette intuition qui nous protège du danger et qui nous dit, là, c'est sécure pour ta vie et ton bien-être physique, ou là, ça ne l'est pas. C'est la racine ou la rate? La rate, j'ai dit la racine. Oui, oui, mais c'est pas grave. La rate, ok. Et en fait, bah, dans tous ces centres, en fait, on a, comme je disais tout à l'heure, soit on a une énergie intrinsèque, en fait, qui nous est propre, qui est assez stable et qu'on va projeter dans le monde et avec laquelle on va pouvoir influencer les autres, et surtout ceux qui ont ce centre non défini. Soit on a le centre non défini, et à ce moment-là, on va être beaucoup moins constant du point de vue du centre particulier, et on va être beaucoup plus influencé par l'énergie qu'on va capter des autres et qu'on va amplifier, et avec laquelle on peut se conditionner, en fait. C'est ce que je dis. Donc ça, après, bah voilà, on analyse tous ces différents centres plus en détail, et puis les canaux et les portes qui leur correspondent aussi. Oui, voilà, parce que ça, c'est les grandes lignes, mais après, en fonction aussi des canaux, des portes, etc., qui sont activés ou pas, ça va aussi changer plein de choses. Donc, ça fait un gros... Ça donne déjà pas mal de bases, mais c'est vrai qu'après, il faut aller plus en profondeur pour comprendre aussi plus en détail les différents éléments. Ouais, et ce qui est important aussi, c'est que tous ces éléments, en fait, on peut les expliquer de manière indépendante, mais c'est pas le but, en fait. Tout est relié dans une charte, et du coup, tous les éléments s'entre-influencent. Et puis, du coup, l'analyse, elle est beaucoup plus pertinente quand tu prends tout en compte, tu vois, et pas juste te dire, je suis projecteur, mais je suis projecteur avec tout le reste, et ça change pas mal de choses, en fait. Ouais. Ouais, d'où l'importance d'aller dans les détails. Ok, ben merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter encore par rapport à tout ça? Bah écoute, je crois que c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal d'informations. Ouais. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont utiles à plein de niveaux dans notre vie, en fait. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, pour se comprendre soi-même, pour mieux comprendre les relations, que ce soit familiales, de couple, même professionnelles. Par exemple, c'est même utile pour gérer des équipes, en fait. On peut aussi travailler sur le human design d'une équipe de plus que 2 personnes. Voilà, c'est vraiment applicable dans toutes sortes de circonstances. Ouais. Voilà, Pour améliorer. Ouais. Alors, c'est pas un outil qui a réponse à tout, hein, ça fait pas des miracles. C'est quelque chose avec lequel il faut expérimenter. C'est des données, en fait, c'est des informations qu'on nous transmet. Et puis ensuite, c'est vraiment à la personne de se les approprier,
d'expérimenter avec, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis de simplement, voilà, petit à petit, essayer d'arriver à vivre de manière plus harmonieuse avec ce qu'on est. Ouais, voilà, c'est une grille de lecture, mais après, on est quand même, enfin, on est libre d'en faire ce qu'on veut et d'y croire, de ne pas y croire. Ça résonne pas, et c'est OK. Mais c'est vrai que ça peut permettre certaines compréhensions et un soulagement, comme je disais tout à l'heure aussi. Exactement. Merci Aline pour toutes ces explications. Et tu donnes aussi pas mal d'informations, d'éléments de compréhension sur ton compte Insta. Donc, c'est Human Design by Aline, c'est ça? Human Design _ Aline, _, Aline. Ok, d'accord. De toute façon, je mettrai tout dans le descriptif de la vidéo. Et alors, grande nouvelle, ton site internet est accessible depuis aujourd'hui. Oui, exactement. C'est alinemorer.com. Et voilà, bah, alors c'est le début du site. Là, pour l'instant, il y a des explications un petit peu sur qui je suis et mes offres. Et puis, petit à petit, je vais développer une partie blog avec plus d'explications sur le Human Design. Ça va venir petit à Génial. petit ces prochains mois, voilà, pour retrouver un peu les informations de base pour mieux comprendre le Human Design. Ah, super. Super, bon, on en a déjà pas mal, mais ça permettra d'aller encore un peu plus en profondeur. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées, du coup, elles peuvent te contacter sur ton site, sur Instagram. Je mettrai aussi ta page Facebook. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette grille de lecture. Merci à toi, Laurence. Ça m'a fait très plaisir de discuter de Human Design avec toi. Moi aussi. Merci. Et ben, bon visionnage à tous et à bientôt.